Dong est un protagoniste faible et méprisé par tous à l'école. Cependant, un jour, il se retrouve piégé dans son jeu préféré pour devenir le squelette le plus faible de son nouveau monde où il devra beaucoup souffrir. L'histoire débute quand, après les cours, méprisé dans sa chambre, il profite de son après-midi. Lors d'une partie tout à fait normale avec ses camarades, où ils ont pour mission d'éliminer des milliers de slimes de niveau 1. Cependant, comme c'était ennuyeux de les tuer un par un, le prota, en tant que chef, élabore une stratégie qui rassemble les petites créatures avec un peu d'appât et les élimine en une seule attaque. Leur efficacité est telle qu'ils achèvent la mission de rang 31 dès l'après-midi. Le problème pour Don, c'est que lorsque chacun reçoit son coffre, les autres obtiennent des armures ou des objets précieux. Le protagoniste ne reçoit que le message du jeu, l'invitant à faire partie de ce monde. Il pense donc que c'est une blague, mais lorsqu'il rejette le message, il finit par être aspiré par un vortex qui l'emmène dans une autre zone de la carte. Mais pas comme un joueur, mais comme la créature personnage non-joueur la plus faible de tout ce monde fantastique. Et avec la surprise que, n'ayant pas d'inventaire, il ne peut pas retourner à sa vie réelle. Tout est un chaos pour lui en plus, maintenant il ne peut même pas vaincre un seul slime de niveau 1. Malgré tout, le prota est un stratège expert avec toutes ses années d'expérience dans le jeu. Il a quelques astuces, comme faire en sorte que ses joueurs novices entrent en combat contre les gobelins, qu'il ne peut toujours pas vaincre. Entre-temps, il se satisfait de gagner de l'expérience via les assistances, soit pour avoir engagé le combat. C'est ainsi qu'il atteint le niveau 2, ce qui est trop rare pour ce type de personnage non-joueur. Il parvient même à prendre quelques sbires, y compris le slime qu'il a vaincu. C'est pourquoi l'apparition de cette anomalie attire l'attention des joueurs de la capitale. Plus précisément, le chevalier que nous avons vu au début et qui s'occupe d'humilier Don et de le tuer à plusieurs reprises. Ainsi, le nouvel objectif de Don est de devenir suffisamment puissant pour vaincre le chevalier. Ainsi, pendant son séjour dans la forêt, il s'occupe d'éliminer toutes sortes de bêtes pour augmenter ses statistiques, allant même jusqu'au niveau 20 accompagné de gobelins. Néanmoins, il sait que son avenir est en ville. Il ne peut pas encore y accéder, étant un personnage non-joueur, il doit trouver une autre solution. Pendant ce temps, nous faisons la connaissance de Lynn, la nouvelle joueuse de la série. Avec elle, nous découvrons l'immense arbre de compétences du jeu, et c'est là qu'elle décide de devenir invocatrice de niveau 1. Cependant, pour une raison que nous ignorons, ou bien est-ce que les personnages non-joueurs de la forêt deviennent trop puissants pour ces débutants? Tout cela parce que le prota est en train de former une communauté de squelettes, de gobelins et d'autres créatures à qui il fait monter de niveau, les rendant forts et intelligents. Même dans des quêtes inquiétées faites exclusivement pour les joueurs, Don est en train de casser le jeu, même si parfois c'est de manière étrange. Le prota a désormais sa propre escouade avec laquelle il gagne en plus beaucoup d'argent. Mais ici, il décide de laisser les personnages non-joueurs évoluer par eux-mêmes. Il prend sa part des gains et cherche une autre façon de devenir le plus fort. Mais à présent en ville, il se retrouve sur le territoire des invocateurs. Où est la petite Lynn en tant que débutante qui ne comprend rien? Donc Don, en voyant cela, décide de l'utiliser pour ses plans. Et comme il est un personnage non-joueur, il finit par faire en sorte que la fille l'adopte par accident. Bien qu'elle soit réticente au début, elle réalise que le protagoniste possède une grande sagesse sur le jeu, ce qui pourrait lui être bénéfique, ignorant que cela arrange parfaitement ce dernier. Qu'il a maintenant une maîtresse, grâce à qui il peut entrer dans le royaume. Même si, à sa manière, Don se rend compte qu'il peut plutôt bien s'entendre avec cette fille. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas encore qu'ils sont surveillés par ce duo mystérieux qui semble puissant. Mais pour l'instant, ils poursuivent ensuite leur objectif de monter de niveau le plus vite possible. Mais d'abord, Don décide d'aller au Temple des Professions, où il échange son personnage non-joueur gobelin contre un personnage non-joueur vampire. Avec une apparence plus imposante, mais un nouveau message système. En lui disant que tout ce qui se passe est décidé par quelqu'un d'important dans le jeu, ce qui le laisse pensif. Pendant ce temps, le duo mystérieux, sous une autre apparence, tente de persuader l'un que le protagoniste ne fait que profiter d'elle. Et qu'après avoir obtenu ce qu'il veut, il va l'abandonner. Cependant, cette fille est assez naïve et elle se contente d'être très attristée. Mais c'est là que Don, avec sa nouvelle apparence, non seulement explique clairement à la fille ses intentions, mais lui jure aussi de ne jamais l'abandonner. Donc mauvais point pour le duo mystérieux. Alors, pour le moment, les protagonistes profitent un peu de la ville jusqu'à ce qu'ils tombent sur un examen pour choisir les plus forts du royaume. Pourquoi ne pas remporter des prix? Cela attire l'attention de Lynn, qui se sent désormais confiante avec Don comme animal de compagnie. Le problème, c'est que lorsqu'ils vont s'inscrire, le chevalier et objectif du protagoniste apparaît pour essayer de rabaisser la fille et l'emmener dans son groupe. Le protagoniste défend alors son animal de compagnie malgré son statut. Il défie donc le chevalier dans un combat où, avec son nouveau niveau 34, il le bat complètement.
En fait, il perd tout le respect de la ville, car son ennemi n'est rien d'autre qu'un personnage non-joueur. La vie s'améliore pour les protagonistes, surtout après avoir sauvé cette blonde grincheuse. Celle-ci le récompense avec un manuel contenant les meilleures réponses pour l'examen à venir. Mais avant, on voit comment l'un s'attache de plus en plus au protagoniste, qui pour elle reste un personnage virtuel. Malgré tout, elle découvre des qualités chez lui qui l'attirent, comme le fait qu'il soit le chef d'une communauté de bêtes qui, en ce moment, progresse énormément dans la forêt. En seulement 3 jours, alors Don met la fille à l'aise, même s'il n'a pas l'intention de lui révéler qu'il est aussi un joueur, et il ne le peut pas non plus. Cependant, à Lens, il croit que de nombreuses personnes attendent son retour dans le monde réel. Mais sa famille est ravie de sa disparition. Et au travail, il est le plus remplaçable de tous. Le type est fort et pour l'instant, il laisse la fille à ses subordonnés. Pendant ce temps, lui peut enfin utiliser ses compétences de vampire pour monter de niveau. Une tâche qui devient de plus en plus facile pour le protagoniste, donc il s'enfonce quelques jours dans la forêt. Et nous avons un problème avec Lynn, qui se sent abandonnée par le protagoniste. Même lorsqu'elle quitte le jeu et retrouve son ami dans la vie réelle, elle lui raconte qu'il y a un personnage non-joueur dans son jeu préféré qu'il ignore. C'est fou, mais cela ne laisse pas cette fille tranquille. Pourtant, quand elle revient dans le jeu, le protagoniste vient de finir son entraînement. Il cherche rapidement Lynn pour lui expliquer tout ce qui s'est passé et au passage, il lui donne quelques objets précieux qu'il a récupérés sur les bêtes les plus puissantes. Et ici, après tout le processus d'inscription, les protagonistes reçoivent un message leur disant qu'ils ont été acceptés et qu'en plus, ils occupent la 8e place parmi les plus puissants. Bien que la fille soit de niveau 10, le protagoniste a dépassé le rang 40. Donc cela finit par les aider, car les gens qu'ils commencent à rencontrer le sous-estiment à cause de son apparence. De plus, à l'entrée de l'endroit, ils tombent sur la blonde d'avant qui s'avère aussi être une guerrière importante avec des bras mécaniques. Mais ici, ils sont accueillis à l'événement par le légendaire Maître King, qui est plus raide que n'importe qui, mais c'est le plus puissant de la zone. Voici comment expliquer l'examen. Il comporte 3 épreuves, collecte, habileté et invocation. Pour cela, malgré le fait d'avoir de si grandes équipes comme rivales et d'appartenir à des familles aussi importantes, le protagoniste décide de s'occuper lui-même de la collecte d'une sorte de queue. Pendant que les filles s'occupent de l'épreuve d'habileté, où la blonde semble être la plus utile grâce à ses bras mécaniques. Le problème, c'est qu'ils sont toujours observés par le duo étrange d'avant, qui cette fois-ci s'en prend au protagoniste. Mais cette épreuve s'avère être une promenade pour Don, qui, avec son niveau 60 en tant que bête, accomplit en un rien de temps les objectifs nécessaires. Non seulement sa force, mais aussi ses stratégies sont meilleures. Avec un peu de temps, en plus, il décide de se faire de l'argent. Il commence donc à harceler d'autres joueurs, leur vendant l'opportunité de passer l'épreuve, mais à des prix excessifs. Cependant, cela finit par fonctionner pour lui, car il semble menacer ses clients potentiels. Même ici, le mystérieux chat finit par se faire arnaquer lui aussi. Pendant ce temps, les filles essaient d'utiliser leurs compétences pour obtenir les engrenages lors d'une épreuve qui consiste à assembler différents artefacts. Donc plutôt bien. Le problème, c'est que Don, après avoir rempli le compte de sa propriétaire avec les pièces d'autres personnes, tombe sur un rival qui faisait exactement la même chose. Cet acte n'est pas interdit selon les règles, mais il est simplement dégoûtant. Donc, alors qu'on pensait qu'ils allaient avoir une grande bagarre pour garder les clients, il s'avère qu'à la dernière minute, ces deux-là finissent par s'allier pour voler encore plus. En utilisant des stratégies et des mises en scène pour convaincre les gens d'acheter des objets dont ils n'ont même plus besoin. C'est pourquoi tout ce succès et cette demande qu'il suscite, le protagoniste commence à attirer l'attention des grands acteurs de la région, qui, sans trop comprendre, respectent le protagoniste pour son accomplissement en cours. Malgré le fait d'être simplement le personnage non-joueur, la mascotte d'une participante, attirant même l'attention de ce que nous connaîtrons plus tard comme les divinités des ténèbres. Le fait est qu'au milieu de ces grands joueurs, ils reçoivent la visite de la millionnaire qui veut acheter des objets de l'épreuve et finit par tout emporter. Car pour elle, le prix ou l'argent n'ont aucune importance. Néanmoins, charmée par la personnalité du protagoniste, elle aspire à en faire son animal de compagnie. Cependant, Don n'est pas le seul à voler des objets dont les autres ont besoin. En effet, Jean, qui est l'autre membre du duo mystérieux, garde pour lui les engrenages de la 2e épreuve, empêchant ainsi les filles d'avancer. De plus, il ne tarde pas à saboter aussi le protagoniste, montant ses propres clients contre lui. Car un seul n'est pas un problème pour le héros, mais s'ils se réunissent tous, c'est un chaos total, difficile à contrôler. Donc Don n'a pas d'autre choix que de s'enfuir avec son nouveau compagnon.
Et maintenant que tout ce qui concerne la première épreuve est terminé, Don se retrouve devant l'un avec une avalanche d'ennemis derrière lui, tandis que cette fille découvre toutes les mauvaises choses qu'il a faites. Son invocation grâce à Wan lui-même, qui essaie à nouveau de les séparer, cependant cela ne fonctionne pas, car cette fille est très loyale. De plus, le protagoniste, tirant avantage de l'espace ouvert, élimine plusieurs ennemis grâce à ses capacités physiques supérieures. En plus, ses pouvoirs de vampire lui facilitent beaucoup les choses, même s'il se fait quand même réprimander à la fin. L'essentiel est que les filles ont presque fini les inventions de la deuxième épreuve. Alors, pour ne pas gêner, Don laisse l'ours avec ses amis, pendant qu'il emmène tous les types qui les poursuivent dans une zone éloignée. Ils enquêtent même pour savoir qui a été l'auteur de tout ça. Même s'ils ne le découvrent pas à temps et se retrouvent acculés par une bande d'ennemis. De manière rusée, Wan change de camp et gagne progressivement la confiance du protagoniste. Parce qu'il est fort et parce que d'une certaine manière, il veut l'intégrer à sa propre équipe. Et lorsque Don, après avoir infligé une grosse raclée aux autres participants, se retrouve à court d'énergie, Wan saute pour le sauver, lui proposant qu'en échange de son sauvetage, il rejoigne son équipe. Mais Don n'y réfléchit même pas et refuse l'offre parce qu'il est engagé envers l'un, ce que Wan ne supporte pas. Et il vend aussitôt le protagoniste, l'abandonnant sans énergie face à de multiples ennemis. Tout comme l'un qui a des ennuis car on veut la lyncher pour être la propriétaire de l'escroc. Cependant, même si cela semblait être la fin pour les protagonistes, les choses ne peuvent pas s'arrêter là. Et l'un invoque le slime qu'elle a obtenu dans le village des gobelins, qui semble inoffensif et ridicule en combat. Mais il prend rapidement la forme du culturiste le plus musclé qui puisse exister, prenant ainsi le contrôle de la situation car il est trop fort, et montrant que la jeune fille a beaucoup de chance. Le protagoniste résout facilement sa situation en retournant chez sa propriétaire, profitant des avantages d'être un personnage non joueur. Wan est maintenant victime de son propre plan, car il le déteste ainsi que Don pour les avoir trahis. Donc le protagoniste revient avec son équipe et il s'organise pour éliminer tous les ennemis, ce qui est un succès. Et il termine sur l'épreuve de mécanique, même avec des créations assez étranges. Mais l'important, c'est que c'est valide. Et à cet instant, la femme de l'ours apparaît. C'est cette jolie fille qui s'occupe de l'épreuve d'invocation de sceau. En tant que groupe, ils réussissent à accomplir les 3 tâches, ce qui convient à tous. De plus, Don découvre seulement à ce moment-là que les espions qui le suivaient étaient le chat et Wan. Assez lentement, mais le fait est que le groupe obtient la 2e place à ce premier examen. Un après-midi à la plage pour se détendre et peut-être flirter. La millionnaire tente à nouveau d'acheter le protagoniste, qui refuse pourtant une importante somme d'argent. Ici, ils attendent la 2e épreuve du soir avec les 50 qualifiés. Elle se présente à tous comme le jeu typique, Among Us, avec quelques missions en plus où chacun a son identité. Assassin, victime ou héros. Le protagoniste, analysant la situation, sait qu'il doit chercher les meilleures alliances et ne faire confiance à personne car des surprises pourraient survenir. Comme avec Wan qui a aussi réussi et fait partie des qualifiés. Donc pour l'instant, il a un nouvel objectif, affronter la dernière épreuve pour voir qui remportera les grands prix que tout le monde convoite, mais qu'une seule équipe obtiendra. Lin débute donc en tant que voyant, lui révélant l'identité de quelques joueurs. Et comme ce couple a quelques problèmes avec le chat de la première partie, c'est le premier qu'il découvre comme étant l'un des tueurs. Alors Don profite de la situation pour se venger, et même si l'ennemi se révèle très insaisissable lorsqu'il est acculé, il utilise toutes ses compétences de ninja. Mais Don est bien plus fort, même avec des alliés de son calibre. Alors, avec l'aide du slime injecté par Lim, il le capture. Et après avoir un peu joué avec lui et obtenu les informations, puisque, comme nous le savons, il vient de Quaz de Yegu, qui a trahi le protagoniste et semble encore cacher beaucoup d'autres choses. Mais ils ne trouvent pas grand-chose avec le chat et ils finissent simplement par l'éliminer de la compétition. Bien qu'il ne disparaisse pas du jeu, il reste comme un spectateur fantôme racontant tout ce qui s'est passé avec Don à son chef. En fait, ici, les protagonistes retrouvent leurs équipes qui, de leur côté, ont également éliminé d'autres assassins, leur donnant des points pour avancer dans le classement. Alors Yegu ne perd pas de temps et cherche à s'allier avec son représentant d'une des familles les plus importantes de ce monde, qu'il essaie de convaincre avec des informations sur les protagonistes et d'autres joueurs proches. Cependant, Su n'accepte pas pour le moment. Et c'est là que, par hasard, il tombe sur le protagoniste, dont il doute dès le premier instant qu'il soit un imposteur, et décide de l'attaquer. Donald, percevant l'aura meurtrière de l'albinos, protège Lin et engage le combat. De manière astucieuse puisqu'il mentionne le nom d'un sort explosif qui s'avère finalement n'être qu'une simple barrière de glace, ce qui déroute Su et leur donne un peu de temps pour que le couple puisse s'échapper.
Cependant, le protagoniste est un peu découragé, ne s'attendant pas à se sentir si acculé par un adversaire. Et c'est l'un qui le motive, en plus de lui montrer toute la loyauté qu'elle lui porte. Su s'intéresse particulièrement à l'aspect stratégique du protagoniste et souhaite désormais les recruter dans son équipe. C'est ainsi que nous arrivons au lendemain, où toute l'équipe se réunit. Même s'ils ont de bons points, ils savent qu'il leur manque quelque chose. Et c'est là que deux joueurs que nous avons vus il y a longtemps apparaissent, voulant rejoindre l'équipe. Et après avoir fait un peu connaissance, la fille se révèle être assez sérieuse et concentrée. Et l'autre est un idiot qui confond Don avec sa mère, c'est assez étrange. Donc cette loyauté pourra leur servir plus tard, complétant ainsi l'équipe de combat. Su apparaît alors pour proposer au protagoniste de rejoindre son équipe, mais de façon assez arrogante. Puisque selon le classement, le gars est en première position, avec presque le double de points du deuxième. Les protagonistes sont présents. La blonde fait remarquer à l'albinos que les autres se moquent de son score. Surtout parce que cela peut changer, et l'héritier reste un joueur comme les autres. Donc Don intervient pour calmer les choses et accepte de parler avec Sue. Malgré son ego, il souhaite que le protagoniste rejoigne la guilde, ce qui est une bonne option vu son importance. Mais lorsqu'il se voit obligé de suivre des ordres, Don, avec sa confiance habituelle, finit par refuser. Et c'est ici que l'héritier lui montre sa carte maîtresse, qui est l'une des armes légendaires du jeu. La première que nous voyons et qui s'avère être des objets spéciaux que l'on obtient au niveau les plus élevés. C'est quelque chose que Sobra sait, et même s'il essaie de ne pas en être affecté, il sait que son équipe est désavantagée dans cette situation. Alors, avec l'aide de la motivation de certains de ses coéquipiers, il commence à élaborer un plan pour les sortir de cette situation compliquée. Pour ce faire, il cherche mystérieusement quelques alliés. Il commence donc par parler avec la millionnaire, qui, bien qu'elle soit toujours intéressée à acheter le protagoniste d'une manière qui devient même obsessionnelle. La seule chose que Don parvient à lui proposer, c'est une alliance, où elle lui prête quelques-uns de ses guerriers et le protagoniste se charge de lui trouver un animal de compagnie aussi rusé que lui. Ils parviennent donc à un accord, mais voici la surprise. Don finit par proposer une trêve au fameux Yegu lui-même. Il remarque dès le premier instant la fausseté des deux, aussi bien pour laisser les problèmes derrière eux que pour les accords qu'ils pourraient se conclure. Mais malgré tout, ils finissent par unir leurs forces, pour le moment, afin de planifier une embuscade contre Sue, où Don facilitera les choses pour que le méchant chef devienne le premier du classement, ce qui, évidemment, cache un piège. À la fin de la réunion, le protagoniste part en quête d'un nouvel allié. Il s'agit ni plus ni moins de Zen, un autre héritier des familles les plus importantes et rival éternel de Sue, qui possède également sa propre arme légendaire. En tant que prêtre, il propose à Yegu quelque chose de similaire, révélant les intentions du protagoniste. Son désir de vengeance le pousse à accepter, concrétisant le plan de Don, exécuté le soir même. Il rencontre donc Sue sur la plage, ce qui déclenche un combat assez inégal pour s'emparer de l'épée de l'ennemi. Cependant, cette technique comporte plusieurs niveaux, mais Sue, vu son jeune âge, ne peut utiliser que le premier. Le protagoniste utilise alors ces techniques durant le combat. Non seulement avec son apparence de vampire, mais aussi en tant que gobelin squelette pouvant séparer des parties de son corps. De plus, l'aide de l'équipe qu'ils ont réunie finit également par compter. Et justement, tout près de l'endroit se trouve Zen, portant son arme, qui n'est autre que la boîte de Pandore. C'est pourquoi Sue s'en rend compte, et sachant que c'est la seule chose qui peut contrer son épée, il décide de mettre fin au rituel. Cependant, chaque membre de l'équipe rejoint le combat, et même s'il essaie d'utiliser son épée au dernier moment, le nombre d'alliés est trop important. Et c'est le slime de Lynn qui finit par sauver la situation. En libérant le pouvoir de la boîte de Pandore, Zen obtient une augmentation temporaire de puissance, rendant sa force démesurée. Ainsi commence le combat décisif entre les chefs des familles les plus importantes. À un niveau si élevé que le protagoniste ne peut que aider. Avec quelques attaques qui finissent par énerver Sue, qui libère le sceau de son épée, ce qui le rend encore plus puissant, mais lui fait perdre la raison. C'est pourquoi il attaque le protagoniste avec une telle rage qu'il oublie tout le reste. Et même si Don finit gravement blessé, au point de mettre sa vie en danger, cela faisait déjà partie du plan. Et Lynn apparaît comme sa maîtresse pour lui donner la vitalité qui lui manque. Ce qui, avec son attaque de glace, donne à Sen l'occasion parfaite de porter le véritable coup final. Ce qui finit par éliminer complètement Sue de la compétition. Dans ces derniers instants, il ne peut que reconnaître la compétence de celui qu'on appelait le personnage non-joueur le plus faible. Bien que l'ordre du classement change, il ne sera dévoilé que le jour suivant. Là, à la surprise générale, Yegu se retrouve en première position, lui qui, comme on le soupçonnait, avait son propre plan en tête. Après avoir utilisé la capacité de sa boîte, Zen est vulnérable, ce que Yegu savait.
Il ne perd pas une seconde pour l'attaquer par surprise et s'emparer de tous les points, car le chef maléfique est aussi l'un des imposteurs dans cette épreuve. Ce résultat surprend tout le monde, sauf le protagoniste qui s'y attendait. Néanmoins, ils doivent encore agir. Alors Don réunit son équipe, où tout le monde s'attend à ce que Yegu se cache pour garder ses points. Cependant, le prota sait que les choses d'Oli seront différentes, car toute l'équipe qu'il a réunie, en additionnant les points de chaque membre, a le même niveau que le numéro 1 du classement. Donc, il est probable que ce type ne rate pas l'occasion d'assurer sa victoire en gagnant quelques points de plus. Alors, le prota a déjà une nouvelle idée et il commence à expliquer un plan d'embuscade contre Yegu, pendant que son subordonné l'écoute. Quelque chose fait exprès pour qu'il transmette une fausse information à son maître. En plus, Don s'assure qu'il croit que l'un a un rôle de victime et que ses points sont les plus précieux. Ce qui est important pour la suite, car le soir, Yegu ne supporte plus d'attendre et après avoir appris le plan de Don, il décide de les attaquer. Ou dans un premier temps, nous avons un combat assez équilibré. Pendant que le protagoniste fait un peu semblant de protéger l'un, ce qui pousse l'ennemi à s'intéresser davantage aux points de cette fille et à montrer plus de sa puissance qu'il semble réprimer, éliminant la majorité des joueurs et s'occupant même de la force brute du slime. Donc l'un se retrouve assez acculé, ce qui fait toujours partie des plans du protagoniste. Don commence donc à utiliser son meilleur niveau, tant en attaque qu'en stratégie. Alors que Yegu semble tout contrôler, le protagoniste surprend avec son ancienne apparence. Il sépare des parties de son corps comme s'il s'agissait d'un squelette. Et avec cela, lors d'une attaque surprise, il semble vaincre l'ennemi. Cependant, évidemment, cela ne s'arrête pas là. En effet, l'imposteur est bien plus fort que ce à quoi on s'attendait. Avec une dague à la forme changeante et indestructible. Donc il ne lui est pas très difficile d'éliminer tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Et qu'en est-il des plus forts? Il les enferme dans une cage faite justement avec la troisième arme légendaire que le type cachait et qui soumet complètement ceux qu'elle touche. Link se retrouve alors sans défense, mais heureusement la blonde apparaît au moment crucial pour lui faire gagner du temps. Mais à cause de cela, elle est gravement blessée. Alors ici, ceux qui étaient enfermés se motivent et en utilisant la force brute, parviennent à sortir de la cage. Malgré quelques sacrifices, notamment le grand costaud, le prota arrive à temps pour protéger sa maîtresse lors de la bataille. Il découvre même l'identité de Yegu, qui, à la surprise générale, a la même apparence que le prota. Cela distrait Don et laisse Link avec une blessure mortelle, ce qui semblait donner une victoire évidente à l'ennemi. Mais voici la surprise, car selon les règles, les assassins ne peuvent pas s'attaquer entre eux. Et la fille était aussi une imposteur tout ce temps, donc Yegu, qui ne savait rien de tout cela, finit par être pénalisé. Et toutes ses statistiques sont réduites de 50%, le laissant dans un état très vulnérable où il finit par perdre tous ses points, laissant ainsi le prota et sa maîtresse comme les indiscutables numéro 1 de l'épreuve. Cependant, tout n'est pas rose car à la dernière minute, Yegu en profite pour dire quelque chose compromettante sur le monde réel du prota. Comme s'il le connaissait en rapport avec ses parents qui ne l'aiment pas et son travail où il a été remplacé un jour après. L'apparition de Liu, la troisième héritière des familles les plus importantes du jeu, le laisse pensif. Le protagoniste décide de protéger son score alors qu'un adversaire semble vouloir l'attaquer à 30 secondes de la fin. Nous traversons une transition confuse sans savoir ce qui s'est passé. Et nous arrivons directement à l'annonce des résultats, où effectivement les protagonistes sont les gagnants de l'épreuve d'admission. Ce qui est assez surprenant pour un duo qui était essentiellement le plus faible et le plus déséquilibré de tout le tournoi, remportant ainsi l'entrée à la Grande Académie des Guerriers et un indice pour atteindre la fin de ce jeu de réalité virtuelle. Cependant, le prota décide de révéler cette information à tous, considérant que c'était une victoire collective plutôt qu'individuelle. Mais pendant qu'il lisait le parchemin, qui est en réalité un poème assez confus, il se rend compte qu'il a une marque identique à celle qu'il a reçue lorsqu'il s'est réincarné en personnage non-joueur. Nous commençons donc à ne voir que des questions. De plus, à Liu, la fille n'a finalement pas attaqué le protagoniste, mais lui a imposé un pacte, le forçant à la rencontrer après la cérémonie. Et c'est ici que cette fille commence à nous donner des indices sur ce qui se passe, car elle fait d'abord partir l'un. C'est la seule véritable joueuse parmi les quatre, car les autres sont des personnages non-joueurs, y compris, entre guillemets, le protagoniste, ce qui ne rend pas la fille très contente. Mais bon, allons à la réunion où Liyue, qui est totalement un personnage du jeu, commence à parler de détails du monde réel comme s'il les connaissait, en relatant son expérience passée avec un couple de joueurs. Pour les personnages non-joueurs, ce sont comme des voyageurs d'autres mondes, qui peuvent être en ligne ou non quand ils le souhaitent.
Néanmoins, s'étant attachée au couple, elle a commencé à avoir des soupçons en constatant qu'ils se connectaient de moins en moins. Se rendant compte un jour que l'un des deux joueurs était mort dans la vraie vie. Alors, c'était un peu confus pour elle, car selon les règles de son propre monde virtuel, il aurait simplement dû réapparaître comme n'importe quel autre personnage non-joueur, mais elle comprit, en entendant les pleurs de la fille, qu'il parlait de choses totalement différentes, d'un monde où l'on n'a qu'une seule vie. Avec l'aide d'autres personnages non-joueurs et du groupe de chefs de l'obscurité déjà rencontrés, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'une autre réalité. C'est pourquoi tous ces personnages du jeu ressentent une grande curiosité. Et encore plus avec le Prota, qui est un humain réel réincarné en personnage non-joueur. Ainsi, l'idéal de cette fille est de réunir une équipe avec laquelle tous ces personnages pourront voyager vers l'autre réalité. C'est problématique pour le Prota, car cela pourrait être sa sortie, mais non. Avant d'accepter, il se contente de cette information. Maintenant, il doit approfondir ce qui se passe. Pour pouvoir sortir une bonne fois pour toutes de cette réalité virtuelle qui semble impliquer les créateurs du jeu. Alors, pour le moment, Don et son équipe ne peuvent que continuer à gagner des niveaux et à progresser dans ce jeu de fantasy. Après le succès de la première partie de l'humain enfermé dans son jeu préféré et qui finit comme le gobelin le plus faible. Voici la suite pour les amateurs de cette histoire qui, comme ses personnages, continuent de gagner en qualité. Et après la fin de cette première saison pleine de bonne intention. Dans ce monde fantastique, quelques années ont passé depuis les aventures de notre protagoniste avec la bête squelette. Malgré les nouveaux amis, il s'est aussi fait un groupe d'ennemis. Par exemple, la vieille écureuil et cette fille tentent d'attaquer la forteresse du protagoniste. Ils avaient compté sur un groupe plus grand, mais tout le monde s'est retiré. Et la raison est simple, en arrivant pratiquement dans une ville bien plus imposante que les cabanes que nous connaissions. En fait, l'endroit est tellement préparé à toute attaque que pendant que le protagoniste joue aux cartes, tranquillement, avec un nouvel ami appelé Q, la menace reçoit une bonne raclée de différents types de bêtes squelettes qui renvoient moi leurs créatures humiliées. Et la seule chose qui vient à l'esprit de l'écureuil, c'est de demander de l'aide à la millionnaire. Mais elle aussi est une alliée du protagoniste, surtout de qui. Ainsi, la petite créature finit exposée au milieu de la ville du protagoniste que lui-même dirige. En effet, avec la croissance, elle se remplit de diverses races, rivalisant même avec la capitale. Malgré cela, le jeune protagoniste a d'autres engagements, laissant ses deux reines s'occuper de tout. Pendant ce temps, accompagné de Ki et Bulls, il se rend à l'académie. Là-bas, rappelons-le, ils ont gagné leur place après un tournoi difficile. Même s'il y a quelques intrus, mais bon. Il arrive jusqu'à la pierre qui mesurera sa compétence et donc son rang, où certains surprennent par leur affinité magique. L'efficacité du protagoniste, proche de 100%, le fait se sentir comme une bête, une machine. Mais les animaux de compagnie comme lui ont généralement ce pourcentage, tandis que sa maîtresse obtient un bon résultat. Même si ce n'est pas ce qu'on attend des 10 meilleurs guerriers, c'est suffisant, chaque groupe est envoyé dans ses chambres, où Burbujas profite d'un endroit luxueux avec tout le confort imaginable. Pendant ce temps, les animaux de compagnie sont entassés dans une étable. Cependant, Burbujas demande de l'aide au protagoniste en pleine nuit, ce qui le pousse, inquiet, à détruire l'entrée en cherchant la jeune fille. Et comme d'habitude, rien ne marche pour lui. Et il finit par libérer près de 200 animaux de compagnie enfermés pour que, le lendemain, Burbujas. Après un simple malentendu, dans la nuit, il se lève de son lit luxueux, recevant le reproche que son animal de compagnie a causé le chaos dans toute l'académie. Et il est enfermé en ce moment, avec le sous-directeur qui lui fait des reproches. Non seulement pour les dégâts matériels, mais aussi pour le préjudice causé aux élèves et professeurs, justifiant leur expulsion de l'établissement. Et même si la fille essaie de le calmer, il n'y prête pas attention, encore moins à la millionnaire, qui ne sait que soudoyer. Le protagoniste intervient et, grâce à son bagou, convainc que cela était dû à une urgence avec sa professeure. Malgré tout, il admet ses erreurs et s'engage à être le seul capable d'enfermer autant d'animaux de compagnie. Le sous-directeur, intrigué, parvient astucieusement à obtenir un accès à toute l'académie, au cas où certaines créatures seraient difficiles à trouver. Une habileté avec les mots qui, dès qu'ils partent, le directeur lui-même reconnaît chez le protag, avec la certitude qu'il sera très important à l'avenir. C'est ainsi que les dirigeants lui laissent la liberté de rassembler les créatures comme il l'entend. Don utilise donc des méthodes peu éthiques, donnant de l'intelligence à certains pour diriger leurs propres espèces. Il les contraint à restaurer le lieu qu'ils ont saccagé. Il organise même une réunion avec les propriétaires pour qu'ils voient les conditions auxquelles sont soumises leurs pauvres créatures. Ainsi, en moins d'une semaine, tout est réglé, ce qui fait la joie du directeur.
L'académie reprend son cours normal, permettant à ses élèves de se réintégrer. C'est donc le moment de faire connaissance avec celle qui sera la mentor de l'équipe. Nous rencontrons d'abord une femme très aimable qui aurait pu grandement améliorer leur vie à l'académie. Cependant, il ne s'agit que de l'assistante de la véritable maîtresse. Une femme assez imposante qui, dès le début, leur fait comprendre qu'ils ne vont pas vivre une expérience agréable. De plus, elle sait que le protagoniste doit encore trouver 2 animaux de compagnie. Le premier étant un fantôme assez compliqué et rien de moins que l'animal de compagnie le plus puissant de tous. Alors elle les oblige à régler leur situation, mais pas sans un peu d'entraînement au préalable. Cela prouve que le protagoniste est bien en deçà du niveau requis et que tous ont encore beaucoup à apprendre de la même façon. Au cœur de l'académie, ils choisissent leur plan pour la quête. Et c'est grâce à l'ours qu'ils obtiennent un indice important. Le fantôme a l'habitude de compliquer la partie aux nouveaux joueurs. Son plus grand défaut est de tomber facilement amoureux. Leur meilleure idée, transformer le gars le plus viril en fille. Cette expérience désagréable finit par attirer la créature vers le protagoniste. Même en sachant qu'il s'agissait d'un piège, il ne peut pas échapper à ses pulsions et à ses fantasmes assez étranges, pour être honnête. Ainsi, grâce à cela, la millionnaire gagne suffisamment de temps pour l'emprisonner. Enfermé avec l'ours, il ne semble pas trop s'y opposer, même en sachant que c'est un homme. Le fait est qu'ils ont encore un adjectif de plus qui semble familier au protagoniste, car c'était exactement le type qui s'occupait des créatures cette nuit-là. Pour une raison inconnue, le fantôme sait comment trouver Bulls. Ce dernier utilise alors son pouvoir amélioré pour l'obliger à l'aider. Néanmoins, obtenir des informations de ce fantôme est ardu, alors il tire parti de son besoin d'affection. Donc Don fait en sorte que toutes les créatures autour de lui l'ignorent, ce qui l'affecte et pousse le fantôme à céder sous la pression de la solitude. À travers ses souvenirs où il raconte tout comme lui-même. Il a vécu longtemps sur l'île des démons où il se consacrait à effrayer tout joueur débutant qui voulait accomplir les missions du jeu. Un jour, un garçon très peureux est apparu, attirant l'attention de la créature car il n'a jamais fui malgré sa peur. Même lorsqu'il profitait de sa naïveté pour l'envoyer encore plus vers le danger, il acceptait sans s'opposer, faisant aveuglément confiance à n'importe qui. Cela toucha le cœur du fantôme qui finit par s'intéresser davantage à Xiao Ilse. Bien qu'au début il essayait de le chasser de l'île, le jeune revenait de plus en plus souvent, explorant et partageant sur l'île autant qu'il le pouvait. Cependant, le jeune homme parlait de choses inquiétantes, comme le fait d'être alité dans un hôpital, ce que la créature ne comprenait pas. Mais le voir triste suffisait à briser la promesse qu'il s'était faite de ne jamais être la mascotte de qui que ce soit. En faisant un pacte avec Xiao pour explorer le monde ensemble, ils y parviennent jusqu'à un certain point, visitant de nombreux lieux. Cependant, lors d'un événement organisé par le fantôme, l'enfant ne peut retenir ses larmes en voyant quelque chose d'aussi beau, confessant ce qui se passe dans sa vie. Et en fait, l'enfant, dans la vie réelle, est enfermé dans un hôpital avec une maladie si grave qu'on ne lui donne que 2 mois à vivre. Et même s'il n'a pas peur de mourir ou d'être oublié, puisqu'il a le soutien de ses parents et de son ami. Il ne veut pas arrêter de profiter des choses qu'il a faites jusqu'à présent, frustrant le fantôme qui ne comprend pas ce que signifie la mort si tout le monde dans ce monde de jeu revient à la vie. En fait, il passe encore un certain temps à chercher un moyen de résoudre le problème avec une astuce du jeu ou un bug. Cependant, il n'obtient rien et se fait frapper pendant que son ami agonise. Malgré tout, le directeur comprend ce qu'il traverse et l'un de ses scientifiques essaie de le sauver avec une étrange potion. Et même si cela ne fonctionne pas, puisqu'il s'agit d'une vraie personne, les personnages non-joueurs de ce jeu ne semblent pas aussi inanimés qu'on le pense. Certains sont conscients de ce qu'ils sont et connaissent la nature des humains en dehors du jeu. En somme, la potion permet de trouver l'âme recherchée quelque part dans le jeu. Alors cela motive un peu le fantôme qui décide d'attendre son ami, tout en passant des années à chercher un peu d'affection. C'est pourquoi le prota, après avoir entendu tout cela, accepte que la créature devienne son assistante, avec tous les problèmes que cela peut entraîner. Puisqu'il connaît la culture des humains, mais aussi leur perversion. C'est quelqu'un d'important car il a rencontré l'animal de compagnie manquant. Un singe si dangereux qu'il a pu tuer son maître. Pourtant, étonnamment, cette tête ne se cache pas. Il se trouve tout à fait détendu dans une classe ordinaire, car il aime apprendre. Pendant ce temps, l'équipe planifie bruyamment comment remettre la mascotte à sa place, sans aucune discrétion. C'est pourquoi Don et ses grandes idées poussèrent le fantôme à aller parler avec sa connaissance. Il ne le traite pas mal, mais il lui dit que ce soit lui ou toute une équipe qui vienne, il ne retournera pas être l'esclave de qui que ce soit. En fait, il confronte lui-même le protagoniste et Don essaie de le convaincre qu'il s'occupera de faire en sorte qu'il réalise les activités qu'on ne le laissait pas faire auparavant. S'il veut étudier, il le pourra. Cependant, la bête sait que le protagoniste ne comprend pas et ne cherche que son intérêt personnel.
Les humains ont tendance à se mettre en colère et à abuser de leur pouvoir comme le font les singes qui savent certaines choses. C'est très dangereux car cela plonge l'équipe dans les illusions du passé des protagonistes. En commençant par l'ours et son ancienne vie, où il pouvait jouer aux jeux vidéo tout en profitant d'une jolie épouse. Mais les problèmes financiers dus à sa paresse et la désapprobation de ses beaux-parents ont poussé sa femme à le quitter. Comme la plus grande peur qu'il ait. Pareil pour la millionnaire que l'on voit entrer dans le jeu avec les ressources de son père. Dans le but d'attirer, un nouveau public à qui soutirer de l'argent. Cependant, il a passé tellement de temps à jouer qu'il a oublié le travail. Ce qui l'a conduit à une humiliation publique de la part de son père, qui lui a tout pris et l'a donné à son frère. Et enfin, nous avons le souvenir de Bulls, qui a toujours été la fille timide et à l'écart de la classe, celle qu'on harcelait sans limite. Et quand elle a cru avoir trouvé sa première amie, à qui elle pouvait parler de son diabète et de son corps si fragile, celle-ci utilise toutes ces informations pour la ridiculiser avec son groupe de harceleurs qui poussent les choses à l'extrême. C'est pourquoi le pouvoir du singe est assez toxique pour l'esprit. Pourtant, Dong apparaît dans une autre réalité, où il doit maintenant affronter ses propres subordonnés. Mais il est conscient de l'illusion et ne se laisse pas tromper, car il y a quelques erreurs dans les informations que commet le singe. Plus conscient, il doit maintenant se battre pendant que nous suivons Burbujas. Grâce à son slime musclé, il parvient à se rappeler que son amie n'a jamais été comme ça. Au contraire, dans la vraie vie, elle l'a toujours défendu contre le harcèlement, réussissant à briser le seau, tout comme l'ours. Il doute du comportement de sa fausse épouse, car elle ne s'est jamais souciée de l'opinion de ses parents sur le bon à rien de Marie. Toutes ces illusions s'effondrent, y compris celle de la millionnaire qui a simplement supporté toute cette fausse illusion parce qu'elle s'ennuyait. C'est la raison pour laquelle ils apparaissent tous dans cette réalité, où le protagoniste combat avec une grande force contre le singe. Et où Don utilise la haine de la créature envers les humains pour la provoquer, la faisant perdre le contrôle pendant que le protagoniste maîtrise davantage le combat. C'est pourquoi, après une séquence en équipe, ils parviennent à rassembler assez de puissance pour rivaliser avec l'ennemi, détruisant cette dernière illusion qui les retenait prisonniers. Même si le protagoniste ne s'en sort pas très bien, rappelons qu'il s'agit d'une bête squelettique. En assénant un coup à l'adversaire, il révèle son vrai visage. Malgré sa fuite, le protagoniste laisse passer cela. L'ennemi, éprouvant de l'empathie pour qui, est incapable de poursuivre le combat. Et après avoir partagé un peu de nourriture, il lui raconte un peu pourquoi il déteste les humains à travers un souvenir, car il a toujours été un esclave à vendre à cause de la qualité de sa race. En fait, le vendeur était le grand-père de l'écureuil, qui finit par mourir à cause d'un client assez imposant qui lui a volé sa marchandise. Et pendant des années, ce chef l'a utilisé pour accomplir ses missions d'assassin, pour lesquelles il a été torturé pendant l'entraînement. Son esprit, habitué à recevoir et exécuter des ordres, ne se souciait plus du bien ou du mal. Le problème vient de Yu, une fille maladroite mais toujours joyeuse qu'il a rencontrée lors d'une mission. Devant sa vulnérabilité, il a choisi de lui venir en aide. Ce qui, au début et pour le singe, signifiait reculer pour quelqu'un d'autre, sans savoir qu'en peu de temps, cela deviendrait la seule chose qui le ferait avancer. Faisant partie de la famille de son patron, ils ont passé beaucoup de temps ensemble, formant un lien indestructible. Jusqu'au grand jour où la même créature a vécu une expérience si traumatisante qu'elle en est venue à souhaiter ne jamais l'avoir connue si elle devait souffrir de cette manière. Il y a une histoire incomplète qui touche tout le monde. Surtout parce que la millionnaire découvre un autre détail. Il semble que Juju soit déjà décédé. C'est ainsi que nous reprenons la réunion de l'équipe où la rousse apporte la mauvaise nouvelle. Après avoir mené l'enquête dans le monde réel, il s'avère que Juju est décédé il y a quelques mois. C'est quelque chose qu'un personnage de jeu vidéo comme le singe ne peut pas comprendre. Mais il se rappelle de son dernier rendez-vous avec la fille, où comme toujours, elle le traitait très bien. Au point qu'elle préférait supporter la faim et lui trouver un de ses fruits préférés qu'elle cachait pendant des mois. Alors le singe lui a promis qu'il travaillerait dur pour pouvoir s'acheter tout ce qu'il voudrait à l'avenir. Quelque chose que Juju accepte, à condition que le singe profite un peu plus de la vie. Et il le fait, car le lendemain, il commence un entraînement dans le seul but d'avoir assez de pouvoir. Pour protéger la fille quand elle se reconnectera. Cependant, les jours passent et cela n'arrive jamais. Le seul qui se connecte est le chef, à qui il essaie de demander des nouvelles de la fille. Mais celui-ci agit de façon violente, le repousse, apparemment très énervé et se plaignant à cause d'un œil. Un détail important. Malgré tout, mais comme il s'agit de Yu, il n'abandonne pas et, poussé par la colère, il finit par lui soutirer l'information. Il avoue qu'elle ne reviendra pas parce qu'il l'a tuée. Pour un personnage de jeu vidéo, la mort n'a aucun sens. Elle n'est pas réelle, il demeure donc sans réponse. Mais poussé par la haine, il finit par commettre le péché pour lequel il sera condamné comme un animal de compagnie dangereux.
et même s'il finit par se soumettre au protagoniste. Cette fille pourrait être la seule à avoir des informations sur ce qui est réellement arrivé à sa bien-aimée. Et en fait, la millionnaire lui explique que cet autre côté, comme il l'appelle, est le monde réel, où Yu était une simple fille avec un demi-frère raté. Qu'un jour, il rentre ivre et frustré d'être la risée des femmes et il essaie d'abuser de la petite. Heureusement, la petite parvient à lui blesser un œil et à s'échapper, mais pas assez. Le type la rattrape et maintenant emporté par la rage, finit par la pousser dans des escaliers où elle meurt. Une douleur renaît chez la créature, tel un désir de vengeance. Mais le monde réel ne fonctionne pas comme un jeu. La millionnaire lui promet que justice sera rendue, comme dans le monde réel. Cela semble le convaincre, mais pas totalement. Néanmoins, le travail du réalisateur est accompli. Il a tous ses protégés, même s'ils ont eu leurs complications. Cependant, il n'y a pas de repos, car une piste concernant la mission principale du jeu est apparue dans la ville voisine, et personne n'est mieux placé que l'équipe pour s'en occuper, ce qui éveille les soupçons de Burbujas. Puisqu'ils n'ont même pas pu étudier un peu à l'académie comme si on les testait pour quelque chose de plus grand. Et le prota en est plus que conscient. C'est quelque chose que nous confirmons grâce au directeur et à son allié, le docteur, que nous avons vu plus tôt, qui s'intéresse beaucoup à la vie réelle. Ce qui peut être dangereux puisqu'il donne justement une pilule au singe. Cela faisait aussi partie de ce plan. Pour qu'il puisse en quelque sorte voyager dans l'au-delà. Sa vengeance portera-t-elle ses fruits? Mais pour l'instant, allons avec l'équipe dans la nouvelle ville où tout le monde choisit des tâches à la recherche de l'indice. Et même si Donk réussit à en garder une, il s'agit d'une situation étrange. Où ils doivent redonner à un hôtel son succès d'antan. Pourtant, ce qui paraissait être une tâche banale s'avérera bien plus que prévu. Alors ils arrivent sur place dans une situation assez déplorable, voire lugubre, on pourrait dire. Mao Mao, leur vieille réceptionniste, les accueille malgré sa connaissance du motif de leur venue. Ce ne sera pas du tout facile de réorganiser l'endroit, car pour aucune raison, ils ne peuvent utiliser d'argent pour s'aider. Tout doit résulter du travail et des efforts de l'hôtel. Le problème, c'est qu'en plus d'eux, l'endroit est rempli de spectres qui attendent dans leur chambre. En réalité, ce n'est pas un problème, car le protagoniste ne peut pas être attaqué sous sa vraie forme de squelette. Même s'il est un peu harcelé, il a les bulles de gelée qui finissent par le sauver. Et les autres spectres dans les autres pièces? En réalité, ils sont assez faibles ou ne sont tout simplement pas méchants. À tel point qu'après les avoir maîtrisés, ils finissent par aider à rendre l'endroit complètement étincelant. Mais Bulle finit par trouver une photo assez curieuse, où l'on voit la propriétaire de l'hôtel avec ce qui semble être son petit ami de l'époque. Cependant, Akilsa n'y prête en fait pas attention et les spectres quittent les lieux, à l'exception de Hank, qui est la seule créature attachée à cette zone. C'est un problème pour attirer du public, d'autant plus que la millionnaire paie certaines personnes pour qu'elles viennent. Mais la vieille finit par le découvrir et les met tous dehors, donc ils n'ont pas d'autre choix que d'enquêter un peu sur son passé. Mais ils n'ont qu'une simple photo. Heureusement, Jen reconnaît le brun comme son maître, créant ainsi un nouveau mystère et débloquant une mission cachée. Quelle peut être la clé à ce stade? Alors ils acceptent d'aider le mort-vivant à découvrir qui il est. Yukin réapparaît ici, ne reconnaissant pas l'homme mais l'identifiant par sa couleur de peau et certaines marques. Qui vient d'une tribu à l'est du continent, qui avec Link est le gars des contacts. Ils obtiennent un bateau pour se rendre sur l'île. Où deux choses se produisent. La première, c'est que Burbujas remercie de pouvoir voyager dans ce monde si vaste. Qui en plus compte des gens comme Mao Mao, qui semblent avoir vécu toute une vie malgré le fait d'être des personnages non-joueurs et qui ont leur propre personnalité. Pour elle, le protagoniste est la chose la plus fascinante qu'elle ait rencontrée dans ce monde. Et si ce n'était pas un personnage du jeu, aimerait-elle le rencontrer dans le monde réel? En mettant de la tension dans l'air, parce que le prota sait et nous savons tous comment sont les choses. C'est pourtant là qu'ils subissent une attaque, visiblement de la part de membres de la tribu. Ce qui ne pose pas vraiment de problème pour des guerriers aussi puissants grâce à la grande force de Link. Le bateau finit par être détruit et tout le monde fait naufrage à des endroits différents. Par malchance pour le protagoniste, il se retrouve dans une sorte de prison avec plein de créatures et d'animaux de compagnie. Pendant ce temps, Burbujas est capturée et conduite devant l'arène Ming, qui la reconnaît comme une personne d'importance. De l'autre côté, ils prévoient de l'utiliser pour leur prochaine grande célébration. Alors, il la libère et lui offre tout le confort possible, car il semble que les intrus qui manquaient sont maintenant apparus sur la plage. C'est Link qui mentionne qu'auparavant, une partie de la tribu traitait bien les touristes. Mais vu la situation actuelle et le fait qu'ils soient poursuivis, cela est dû au changement de chef.
Et c'est quelque chose d'important. Même les animaux de compagnie accompagnant le protagoniste. Il mentionne que la même grotte ou cette prison dans laquelle il se trouve a été créée après la guerre civile entre les deux factions de cette tribu. Les barbares, connus sous le nom de Man, qui soutiennent les divinités et traitent bien les créatures magiques. Et ceux dirigés par cette fille appelée Mink, qui ne supporte aucune créature et veulent le pouvoir, tout pour eux-mêmes. C'est elle qui a gagné, devenant l'actuelle dirigeante de l'endroit. Elle a banni toutes les créatures et emprisonné les 4 bêtes sacrées qui, à cause de leur puissance, ont été enchaînées. Comme cette tortue que le protagoniste rencontre et qui attend simplement le jour de sa mort. Heureusement, Bullez n'est pas restée totalement inactive et elle a profité du temps pour obtenir quelques informations. Elle a trouvé l'emplacement du protagoniste et a envoyé le fantôme pour l'aider. Pendant ce temps, Donk finit par réveiller la bête gardienne, qui au début semble vraiment insupportable, à vrai dire. Mais son frère, beaucoup plus calme, lui explique que c'est parce qu'ils sont proches de la mort, alors le protagoniste décide de les aider. Mais savent-ils qu'un simple animal de compagnie de niveau 3 ne pourrait pas faire grand-chose ? Cependant, Dong a un plan. Son compagnon fantôme peut entrer dans les restrictions ou les chaînes et les briser ce qui tombe bien, car la créature est en route. Bien qu'il s'arrête pour aider la blonde et l'un à s'échapper, il parvient aussi à se faire capturer et à être emmené justement dans la grotte. Ainsi, en attendant son arrivée, Dong semble assez confiant et décide d'aider les 4 gardiens, recevant un objet clé qui lui sera utile plus tard. Il se dirige donc d'abord vers la prison du grand oiseau phénix, qu'il trouve assez facilement grâce au slime à bulles qui a également été enfermé. Le problème, c'est que c'est un petit oiseau assez sans défense, car lorsque son cycle d'épique se termine, il recommence au niveau 1. Et sans souvenir, mais le protagoniste en profite pour le convaincre qu'il est sa mère et qu'il doit les aider à partir de maintenant. Pendant ce temps, la blonde est déjà devant la grotte, mais l'entrée est gardée par de nombreux gardes de Ming. Heureusement, l'usage de la force est peu pratique, mais cela permet à la jeune fille d'atteindre le sceau intérieur. Mais cela alerte la grande chef qui ordonne qu'on les capture tous, car le jour de la grande célébration approche, où plus personne ne pourra la remettre en question. Après avoir absorbé les 4 gardiens, qui, comme nous le savons, ne sont pour elle que des outils. Pendant ce temps, le prota rencontre le dragon vert, essentiellement le gardien le plus puissant, qui n'est pas très optimiste quant à la situation. Mais en voyant l'objet de la tortue que le prota a reçu, il pense qu'il y a peut-être une chance. De plus, le fantôme apparaît pour libérer la créature en échange de la première femme qui l'intéresse, comme toujours. Bien que maintenant libre, il ne reste que peu de jours avant la célébration. Ils ont besoin de quelqu'un à l'extérieur pour briser le sceau. C'est pourquoi le protagoniste prend les 4 objets clés, puisque le dragon a le dernier gardien en lui. Quelque chose d'étrange. En tout cas, grâce à cela, il peut s'échapper de l'endroit, avec une nouvelle mission très importante. Et même si la blonde n'arrive pas à briser le sceau, elle parvient à trouver une cachette de ce qui reste d'Eman. Avec un hologramme du fameux Manchi, l'homme sur la photo qu'il recherche, expliquant ainsi les péchés du peuple de Ming. Car il y a longtemps, il n'était qu'un simple jeune homme avide de conquérir le monde, puisqu'il était l'un des candidats pour diriger la tribu avec les Man. Cependant, un bateau a justement été attaqué par la partie malveillante de la tribu, ne laissant comme survivante qu'une Mao Mao sans défense, que Manchi sauve grâce à son animal de compagnie. Malgré son désarroi suite aux événements, la jeune fille réalise vite qu'elle peut se fier à Manchi. Malgré les changements, comme ses nouveaux vêtements, la jeune fille ayant pris confiance leur cuisine avec un assaisonnement délicieux. C'est grâce à son rêve d'ouvrir un grand hôtel à l'avenir. Un rêve qui n'est pas celui de Manchi. Mais le coup de foudre change la mentalité. Et après 6 mois, ils deviennent de plus en plus proches. Même lors des réunions de la tribu, il néglige ses obligations, laissant tout entre les mains de son rival. Appelée June, qui était aussi candidate mais qui est amoureuse de lui. Elle se demande donc ce qui le distrait autant. Mais c'était simple, la numéro 1 passe avant la numéro 2. Et même si cela le rend anxieux, découvrir la ville principale pour la première fois, la fille a fait en sorte qu'il passe rapidement de l'inquiétude au meilleur après-midi de sa vie. Cependant, Mao Mao lui avoue qu'après l'histoire du bateau et avoir fui ses parents, il n'a nulle part où aller et doit travailler. Alors Manche décide de se joindre à elle et de l'aider à concrétiser son idée d'hôtel. Même s'il doit se courber le dos pour y parvenir. Pendant ce temps, dans la tribu, Ming trahit le chef des Man en décidant de l'éliminer par traîtrise afin de rester la seule dirigeante. Et surtout, le pouvoir de soumettre toutes les créatures magiques, c'est pourquoi elle a forcé Yoon à éliminer son principal rival. Et même si elle ne voulait pas le faire,
Sa maîtresse s'est chargée de la remplir d'une haine factice. Pendant ce temps, Mao Mao est heureux d'avoir enfin ouvert son hôtel, même s'il n'a pas encore de clients pour le moment. Malgré tout, Manchi la motive et lui dit même qu'il va renoncer à ses obligations sur l'île. C'est à ce moment-là que Jun, envoyé pour le tuer, les interrompt. Mais elle décide d'abord de torturer un peu la fille par jalousie. Et même si elle ne peut pas l'attaquer directement parce que cette fille ne semble pas être aussi ordinaire qu'elle en avait l'air. Elle parvient à la maudire, la faisant vieillir rapidement et perdre ses souvenirs à intervalles réguliers. Et elle essaie de résoudre cela en donnant une seconde chance à son bien-aimé pour qu'il supplie Min de ne pas le tuer. Mais après avoir vu ce que vient de faire sa soi-disant amie et le destin de sa bien-aimée, il décide d'utiliser la technique interdite. Et il fait en sorte que son âme quitte son corps, s'échappant au loin pour prendre un autre réceptacle. Cependant, la jeune fille, dans une sorte de dernier acte de bonté, laisse Manchi partir car elle a déjà le corps dont elle a besoin pour sa maîtresse. Elle met donc cela de côté, mais avec beaucoup de jalousie envers la femme qui lui a pris ce qu'elle désirait tant. Revenant ainsi à l'époque actuelle, à quelques jours de la célébration, à main. Il ne lui manque que le dernier ingrédient, jusqu'alors introuvable, et c'est la fille d'un autre monde. C'est-à-dire Burbujas, pour la sacrifier ainsi et obtenir assez de pouvoir pour devenir l'impératrice capable de dominer. Non seulement l'île, mais tout le continent. Donc la situation ne cesse d'empirer et il doit agir vite. C'est ainsi que nous continuons avec la partie finale de cette série qui nous accompagne depuis longtemps. Pour reprendre, juste après avoir appris la vérité sur la grand-mère et son ancien amour. C'est pourquoi maintenant, le clan du raffinement d'Alma n'a pas de rivaux et possède l'offrande nécessaire pour obtenir le pouvoir absolu. Sans que Bulls ne comprenne ce qui se passe réellement. Il profite simplement du banquet pendant que ce vieux maître s'occupe d'assurer la sécurité des lieux. Comme il y a beaucoup de fugitifs, tout l'endroit est couvert par une barrière. Pendant ce temps, Justo Yui et Lin sont en route pour sauver Burbuja. Cependant, il est évident qu'ils ne sont pas de taille face à un clan entier et ils ne peuvent pas amener d'alliés car la communication a été interrompue. Cependant, s'il lui donne un peu de temps, le gars trouve une solution en se séparant de la fille qui apprécie vraiment qu'il l'aide. Cependant, quelques mètres plus loin, elle est facilement capturée par le maître grâce à la barrière. Pendant ce temps, il la blesse pour attirer son compagnon. Cependant, ce vieil homme ne remarque pas une présence très rapide qui le gèle, et ce n'est autre que Dong. Mais ce ne sera pas facile non plus, car même si le protagoniste est fort, le sceau commence à l'entourer. Et même s'il a une grande agilité et peut se protéger avec les reliques qu'il a obtenues en chemin, un projectile parvient à le transpercer. Le vieil homme espérait un meilleur combat, mais il doit poursuivre et achever les autres. La confiance du protagoniste envers son adversaire le mène à le transpercer avec la corne gagnée comme arme, sans lui laisser l'opportunité de se soigner. Le type admet simplement que c'était un très bon coup. Le prota met Yuki en sécurité mais ne peut plus avancer. Il lui remet le parchemin trouvé dans la grotte de Manchi. Une nouvelle utilisation des familiers et de leur pouvoir est introduite. Pendant le banquet, la grande chef fait son apparition. Celle-ci continue de convaincre son peuple qu'elle fait cela pour pouvoir se libérer des chaînes de l'île et avec ce pouvoir, partir à la conquête du continent. Pour cela, elle arrachera les compétences des 4 bêtes spirituelles avec l'aide du sacrifice de Bull, qui se rend enfin compte qu'elle est en danger. Heureusement, Dongo ne va pas le permettre, car pour son fantôme, il est facile de briser les cercles magiques. Et il le fait aussi, libérant même les 4 bêtes, qui maintenant s'enchaînent, deviendraient dangereuses pour les méchants. Si ce n'était pas parce que la fille parvient à tous les tenir à distance. Pendant ce temps, le prota s'occupe des membres du clan, avec l'oiseau, qui, bien qu'étant aussi une bête céleste, est très jeune et ne voit le prota que comme une maman. Visiblement, la sorcière supérieure domine les autres. De plus, son assistante est tout aussi puissante. Cependant, avant qu'elle ne commence à raffiner le sang et la chair des créatures, le prota s'interpose en utilisant des distractions pour pouvoir parler avec les bêtes. Il les exhorte à croire en leur liberté et à unir leurs forces aux siennes. Elles acceptent uniquement pour vaincre la fille qui observe le vol de ces créatures, pendant que Don, lors d'une fusion, atteint sa forme finale. Cependant, plusieurs créatures menacées pour le corps du protagoniste nécessitent un temps d'adaptation. La sorcière en profite pour punir sévèrement sa rivale, qui n'arrive pas à bloquer les attaques et dont les tentatives d'esquive deviennent assez prévisibles. La raclée est évidente, et Vermilion dit que le mieux serait de s'échapper en profitant du temps que Don leur fait gagner. Cependant, Bull doit rester avec le protagoniste, qui, en ce moment avec Seta Zeno et avec beaucoup de colère, ne comprend pas comment elle peut exposer et sacrifier son propre peuple pour gagner un peu de pouvoir. La jeune fille semble avoir un traumatisme lié à cela.
Cependant, le pouvoir de Dawn reste insuffisant et c'est là que Bulls apparaît, en utilisant le slime pour lui faire gagner un peu de temps, mais il est évident qu'il ne va pas la laisser seule. La sorcière attaque à nouveau, et cette fois, c'est Vermilion qui s'interpose pour sauver sa mère, devenant ainsi la dernière bête sacrée qui manquait. Mais il a quand même besoin de temps, et c'est là que Bull utilise le gant des souvenirs pour distraire la jeune fille, en lui montrant son histoire depuis l'enfance, quand on se moquait d'elle alors qu'elle essayait de vivre heureuse avec son animal de compagnie fidèle. Ce qui rendait tout plus supportable, jusqu'à ce que la guerre entre les clans la rattrape. Pour éviter tout cela, elle s'est éloignée du conflit avec son animal de compagnie, cherchant un clan qui l'accepterait. Mais son propre familier l'a trahi, l'abandonnant dans un monde cruel où elle n'a pu que se remplir de rage. Éveillant un certain pouvoir qui n'a cessé de croître, et en se détachant de ses émotions, elle a dévoré tout pouvoir à sa portée sans se soucier de son peuple. Même maintenant, elle n'utilise que des esclaves pour leur voler leur énergie, adaptant sa propre tenue, comme celle du Prota, mais en utilisant l'énergie de ses sujets. Dawn ne sait pas comment réagir à cela avec ses proches si blessés, mais ici, Bullseye sur la motivation. Elle a les statistiques en 2 personnages de son côté, et ils peuvent en se battre ensemble. Même si les attaques de la femme sont destructrices, peuvent-elles être bloquées? Les ailes de Vermilion permettent d'équilibrer le combat dans le ciel, tandis que Bull attaque depuis le sol, profitant du moment pour unir leurs attaques. Lors d'un duel de pouvoir serré, la sorcière, pourtant plus forte, se laisse distraire par la culpabilité. Et c'est là que les héros lâchent tout ce qui leur reste dans une attaque combinée qui endort la fille pendant qu'elle perd toutes les âmes qu'elle avait récoltées. Il est clair que ça ne sera pas aussi simple. Ils ne peuvent pas encore utiliser leurs inventaires pour libérer l'île. Et tant qu'ils ne la tueront pas, ils auront des problèmes, parce que maintenant, la barrière est en train de les enterrer dans les profondeurs. Malgré tout, Dawn utilise un plan B, en lançant son corps à toute vitesse pour briser la barrière, ce qui fonctionne, mais le laisse dans un état grave. Il est immobile. Pendant ce temps, la sorcière, voyant ses plans s'effondrer, n'a d'autre choix que d'étendre son aura pour en finir avec elle et tous ceux qui se trouvent à proximité. Personne ne peut s'échapper, mais les renforts de Link arrivent à temps, et 12 ans réalise l'exploit qui vient d'être réalisé. Le protagoniste s'occupe du reste avec un pouvoir assez impressionnant, humiliant la fille, et peu après, tout était déjà prêt. Les prisonniers et le clan sont maîtrisés. Cependant, Burbujas a apparemment aperçu autre chose dans les souvenirs de la sorcière. Il lui dit qu'il y a des années, son animal de compagnie ne l'a en réalité pas abandonné. Elle a essayé pendant des jours de négocier pour qu'ils les accueillent tous les deux, mais quand elle est finalement revenue chercher sa maîtresse et qu'elle ne l'a pas trouvée, elle l'a attendu des jours à leur lieu de rencontre, jusqu'à la fin du rude hiver, avec la créature. C'est un peu compliqué pour la femme, elle ne sait pas si elle doit croire ses ennemis, mais au fond, c'était une possibilité qu'elle avait. Elle accepte sa punition, réalisant qu'il y a des gens comme ceux de son clan qui peuvent vraiment lui être loyaux. Pendant ce temps, l'un qui a joué un rôle clé reste avec Yuki, qui s'attache de plus en plus à l'albinos. Malgré tout, le prota les remercie et espère tous les revoir à l'académie. Pour l'instant, il fait ses adieux aux créatures spirituelles dont il a déjà gagné le respect. Ils finissent même par lui laisser complètement les reliques pour qu'il les utilise comme il le souhaite. En plus, Beryllion, qui est probablement la créature la plus puissante, reste avec eux, alors avec tout le butin, ils décident de rentrer. Cependant, Musan, une divinité, lui dit, avant de partir, qu'ils se reverront bientôt. C'est un peu confus, mais à partir de là, nous allons à l'hôtel, où ils sont sur le point de terminer enfin cette mission qui a failli leur coûter la vie. Et l'albinos du clan apparaît pour réparer un peu ce qu'elle a fait, en rendant l'âme de Manchi, qui a toujours protégé sa femme sous la forme de cet esprit. Et comme le protagoniste a justement la relique pour éliminer les malédictions, il ramène les deux à leur état d'origine. Nous découvrons qu'elle n'a en réalité jamais été une vieille femme. Il termine donc la mission en réunissant le couple, qui lui offre un collier en guise de remerciement. La situation se termine plutôt positivement, tandis que le prota prend enfin un peu de repos dans son royaume, où il est de plus en plus surpris qu'un monde de jeux vidéo puisse avoir autant de sous-intrigues. Après avoir rencontré Burbujas et flirté avec lui, quelque chose est en train de se passer. Ils finissent donc par réunir accidentellement toutes les récompenses Trabies de la mission, se rendant compte qu'ils ont débloqué quelque chose. Et de façon abrupte, ils sont séparés et il s'avère que Dong est le premier joueur à trouver l'indice pour la mission principale. Cela finit par attirer l'attention des autres divinités, même d'Osan, qui sont dans la même quête et ne peuvent pas rester derrière le protagoniste. À ce moment-là, la porte s'ouvre devant lui et une multitude de codes apparaissent, accompagnés d'une représentation de ce qui semble être le monde réel. Le protagoniste s'interroge sur ce qui se déroule réellement dans le jeu et l'univers de Tianqin. Cependant, il se sent excité car c'est le meilleur progrès qu'il ait fait depuis son arrivée dans ce monde, en tant que simple squelette. Il est donc temps d'avancer pour trouver des réponses.
Cependant, nous nous arrêtons ici avec ces 2 saisons, qui sont les seules de cette série, et pour le moment, il n'y a pas de nouvelles concernant une suite. Mais c'est comme ça, Bilibili peut soudainement nous surprendre demain avec des nouveautés. Et dès qu'il y aura la moindre information, je la publierai sur cette chaîne. Abonne-toi pour ne rien manquer. Détails, résumés, nouvelles, une série à regarder pour passer le temps. L'animation est principalement en 3D, mais reste agréable à regarder. Le plus, elle est complète et sous-titrée sur YouTube sans souci. C'est tout pour moi. 2000 likes et je me dépêche de vous présenter un autre Donghua épique que j'ai préparé. En attendant, voici une histoire vraiment bonne mais très méconnue puisque c'est une chaîne de Donghuas. Dans une ville contemporaine où l'avancée de l'humanité nous a littéralement menés à la même chose qu'aujourd'hui. Mais en cohabitant avec les extraterrestres les plus hallucinants de l'univers, mais aussi très dangereux, des bêtes si colossales que de grands héros sont apparus pour s'en occuper. Alors, un lundi après-midi tranquille, Behemoth peut apparaître pour écraser quelques enfants qui se trouvent là. Et c'est ici que doit apparaître la Ligue des héros les plus puissants, du moins jusqu'à ce que nous rencontrions le membre le plus faible, Jacen, tous sous les ordres de cette copie de Homelander avec un pouvoir abyssal. Un spectacle incroyable, mais pas tant pour des personnes comme la protagoniste Menke, qui ignore tout cela en menant une vie de routine très ennuyeuse. C'était ainsi jusqu'à ce que le chaos frappe à sa fenêtre. Avec un héros qui, en la protégeant, lui fait croire qu'il réussit tout ce qu'il entreprend. Cependant, un parasite qu'elle portait dans son pendentif s'échappe et infecte le corps de cette fille, lui donnant la condition la plus aléatoire. Et en fait, si elle vient à s'ennuyer d'une manière ou d'une autre, le parasite commencera à lui dévorer ses organes, petit à petit, son sang, jusqu'à la mort. Une nouvelle incroyable pour une salariée de bureau presque dépressive qui décide d'accepter son destin. Cependant, Jacen est claire sur sa responsabilité, et quand elle lui dit en plaisantant qu'ils devraient échanger leur vie, cela ne se passe pas comme prévu. Mais bon, nous verrons bien puisque nous avons Vignano le jour où il n'a pas été vaincu, prenant des employés et le patron en otage. Et même si le prota lui livre un bon combat au corps à corps, le fait de devoir protéger Menke complique les choses. Plutôt que de rester inactif, il distrait l'ennemi qui recherche un robot doté d'intelligence artificielle. Et même si tout le monde accuse la fille à cause de son apparence de personnage non-joueur, le vrai chef apparaît par derrière, comme un robot parfait pour emmener l'ennemi dans le vide. Cependant, celui-ci finit par attraper Menke et c'est le héros, qui, dans une séquence épique, descend et arrive le premier au sol. Il se prépare seulement pour les laisser tomber de la manière la plus inutile, laissant la fille dans le coma, qui voit toute sa vie ennuyeuse défiler devant elle. Et c'est ici que tout change, car elle prend le protagoniste comme esclave. Après tout, c'est un héros qui remplira sa vie d'aventures. D'ailleurs, il se prépare à démissionner, pourquoi travailler encore? Il se moque de tous les salariés, de son collègue le gros, juste pour arriver au bureau et voir le protagoniste en train de nettoyer les fenêtres. En vérité, la vie de héros n'est pas ce qu'elle semble être. Manger et dépenser comme ils le font provient de leurs propres économies. Le type est à 2 doigts de vivre sous un pont, car parmi les héros, c'est celui qui a le rang F le plus parfait. Et même s'il est vrai que la différence de gravité lui donne une grande force et vitesse, il les utilise simplement pour porter de lourds sacs. Donc pour le moment, il reste dans l'appartement de Menke, tandis qu'elle, évidemment, doit continuer à travailler. Le protagoniste doit se renseigner légalement sur les conséquences s'il laisse cette humaine mourir. Les nouvelles n'étant pas bonnes, il doit chercher de l'argent pour subvenir à ses besoins. Mais les missions du guilde qu'il choisit, plus difficiles, paient bien en échange de littéralement mourir. Pourtant, cette dynamique qu'ils créent tous les deux les amuse, surtout lorsqu'ils sont en danger de mort. S'exposer face à des robots extraterrestres surdoués ressemble à un jeu allant jusqu'à passer aux informations, bien qu'en arrière-plan. Mais lors de la routine du travail, ils n'ont qu'une envie, mourir. Menke trouve l'astuce, avant que son patron ne lui crie dessus, il rend son travail fini et rentre chez lui. Cependant, ce n'est pas totalement magique. Le protagoniste veille sur la fille la nuit pour s'assurer qu'elle ne meurt pas si le parasite l'attaque. Il voit des inconnus entrer dans la maison. Et il s'agit de ces mêmes robots humanoïdes dotés d'intelligence artificielle qui semblent chercher quelque chose et à cause desquels ils doivent y s'enfuir. Cependant, Menke cache le fait que, littéralement, lors de la dernière mission, il s'est fait attraper avec la tête de son chef. Elle a gardé cette solution pour elle, réglant ainsi ses problèmes professionnels. Mais ils en sont maintenant dépendants. Et pour qu'elle ne meure pas, le prota s'infiltre dans son travail pour extraire au moins l'intelligence artificielle sur un ordinateur, sans savoir que cela serait un piège. Du millionnaire Wang, l'homme derrière tout ça. Comme le type sait que Menke a gardé quelque chose dont il a besoin, il menace Jansen de le récupérer sans problème ou il révélera son secret.
Pendant 2 jours, il cherche en cachette de la fille, qui a tout entendu. C'est pourquoi, lorsqu'elle se rend compte qu'on la surveille directement, Wan devient son patron. La même fille essaie de parvenir à un accord en demandant, en échange de la puce, sa propre intelligence artificielle pour le travail. Cependant, ces robots ont d'abord besoin de tests. C'est ainsi que Wan la fait passer pour lui, devant son propre père. Le vieux est surpris de voir son fils autrefois crasseux maintenant si parfait. Il n'est plus otaku et ne se masturbe plus. C'est fou au point que ça commence à devenir étrange. Et le vieux veut juste retrouver son vrai garçon, touchant Wan qui y croit, parce que ce vieux est aussi une intelligence artificielle. C'est faux, son vrai père ne l'aime pas. Voyant clairement qu'elle en a assez que la vie soit aussi absurde, elle fait une hémorragie assez importante, qui l'envoie à l'hôpital. Pendant ce temps, Yasen reçoit de mauvaises nouvelles suite à sa négligence au travail. Son rang est littéralement inférieur à celui d'un otaku de niveau 600. Les choses changent. Il reçoit des missions plus faciles pendant qu'il trouve des occupations pour garder cette femme en vie. Pendant ce temps, Wan, maintenant retiré de sa vie de millionnaire, poursuit son rêve de devenir chanteur. Cependant, il est affreusement mauvais, et c'est là que la nouvelle mission du prota apparaît, couvrir cet immortel qui cherche le sens de la vie. Le plus logique est de l'emmener auprès de gens qui ont réussi. Mais les humains sont souvent très superficiels, et lorsqu'ils rencontrent un obstacle, ils restent bloqués trop longtemps. Comme on le voit quand le héros soulève 300 kg d'un seul bras, il finit par gâcher le rêve de plusieurs. Mais le vieil homme attire son attention, une annonce de dépassement de soi en 2 étapes. Pour trouver le sens de la vie, il rencontre un autre humain superficiel qui lui fait un discours motivationnel pour ensuite lui vendre sa formation en ligne en 2 étapes simples et beaucoup de marchandises. C'est clairement une arnaque, donc l'immortel veut partir, en plus de laisser une très mauvaise note au prota. Cependant, ils sont interrompus par cette blonde qui a clairement l'intention de voler le riche, éliminant tous les gardes. Comme si de rien n'était, elle maîtrise le protagoniste, qui, bien qu'il soit fort pour les humains, est un perdant au niveau de sa propre race. Littéralement, cette femme contrôle les objets à volonté, ce qui la rend invulnérable aux projectiles, aux pièges, à tout en fait. Lorsque Jansen se libère de la pierre et que l'enthousiasme commence à monter, il se fait néanmoins dompter. C'est là qu'il cherche un plan B. L'escroc communique avec la Ligue. Menke refuse de s'exposer au danger, laissant les gardes s'en occuper. Ils font de leur mieux, mais la blonde les punit un à un. Alors Jansen décide de tout miser. Tout repose sur un plan où Menke distrait un peu la fille avec le dispositif. Ce plan ne fonctionne que pour que Jansen utilise son téléphone portable et que la fille puisse demander de l'aide au chef des héros de cette ville. Et il faut le dire, cela change complètement le cours de la scène avec une entrée épique dans l'endroit. Un vieil homme en costume qui d'une seule main tient la fille, laissant l'escouade de nettoyage pendant qu'il l'emmène pour la punir ailleurs. Malgré le chaos, ils reconnaissent en son courage, mais elle refuse de l'admettre elle-même. C'est là qu'une nouvelle attaque du parasite l'endort et que l'assistante de Wan lui prépare une grande transfusion qui la stabilise. Pendant qu'ils sont allongés, il en profite pour la calmer, non seulement avec le paysage de la Terre, mais aussi avec le message qu'elle voulait entendre. Car dans un endroit comme la Terre, curieusement, c'est suffisamment inclusif pour ne pas faire de différence entre les forts et les faibles. Et à la fin, peu importe qui, tout le monde a son moment. Situation excitante pour eux deux, où Menke décide de faire le premier pas avec ce baiser dans un moment assez étrange. Ce qui les amènerait à rendre leur relation plus profonde, bien que très tendue, car le contact devient plus gênant. Même dans ce cas, la femme commence à tout suggérer sur le plan sexuel. Et c'est grâce à Mo que la fille se calme et comprend que s'ils s'aiment, ils doivent parler. Cependant, pendant qu'elle prépare une attention romantique pour la soirée. Le prota passe une très mauvaise journée car il est de moins en moins utile dans sa ligue tout en ressentant le mépris de ceux qui sont censés être ses supérieurs. De plus, son chef l'informe qu'en raison de son classement actuel, il pourrait perdre sa licence de héros. C'est ainsi que la nuit tombe et Menke est heureux de la déclaration qu'il va faire. Il tombe alors sur un protagoniste épuisé qui ignore la situation et parfois feint même de ne rien comprendre. Juste pour la surprendre avec la nouvelle que, voyant qu'elle est plus stable ces derniers temps, le mieux serait de déménager pour ne plus causer de problème. Sans contexte, Menke ne ressent que colère et frustration. Cependant, au moins, elle a quelqu'un sur qui se défouler, puisque l'immortel réapparaît, ayant besoin d'un nouveau service. Et en fait, le protagoniste l'accompagne sur une planète où ses habitants vivent très peu de temps. Et cela les amène probablement à comprendre le sens de la vie plus rapidement. Des problèmes qui finissent par entraîner toute l'équipe pour aller voir des créatures qui consacrent leurs 3 mois de vie à l'amour. Naître, tomber amoureux, avoir des enfants et mourir. Quelque chose de très simple pour le vieux, mais qui émeut Menke, qui est à cette étape, tandis que Yasen l'ignore.
C'est ainsi que nous avançons avec Mo et Wan qui trouvent une plante. En la sentant, ils tombent dans une illusion d'amour qui ne fonctionne pas parce qu'ils se dégoûtent mutuellement. Mais en la sentant, seul Menke attire tous les célibataires de la planète, l'entraînant dans une illusion avec ses idéaux d'homme à son service. Cependant, cela est dangereux pour sa vie et Janssen essaie de s'interposer, mais la colère que la fille lui porte le bloque. Le protagoniste a fait comprendre à la femme qu'il ressent de la responsabilité envers elle, mais pas d'amour. Heureusement, Mo lui donne un coup de main car le gars ne s'en rend pas compte et il sait que la solution est de rentrer à nouveau, lui parler clairement et gentiment. Le problème est qu'il est en concurrence avec des idéaux parfaits qui, d'une façon ou d'une autre, ont tous un peu du protagoniste en eux. Son amour pour lui est compréhensible. Le souci avec ces hommes, c'est qu'ils sont parfaits et sans problème. Je comprends. Il essaie de l'impressionner en étant gentil, mais elle s'enfonce davantage dans cette réalité. Il ne reste plus qu'à utiliser la violence. C'est toujours la solution, du moins jusqu'ici. Apparaît le millionnaire avec qui il ne peut pas faire ça. Et quand il est sur le point d'emmener la fille, par peur de la perdre, il exprime clairement ses pensées cette fois-ci. Cette nuit-là, il connaissait clairement les intentions de Menke, au-delà de l'amitié. Mais toute la journée en étant un loser, ça ne lui donnait pas beaucoup de courage pour accepter une fille qui le respecte comme un héros, sachant qu'elle le surpassera probablement en maturité d'esprit. Des mots qui touchent tellement qu'ils font que la fille détruit totalement l'illusion et maintenant elle est heureuse de ce qu'elle vient d'entendre. Elle dit « Je t'aime ». Étonnamment, pour une fois, c'est réciproque dans une scène digne d'une histoire d'amour pure. Le protagoniste ne fait pas ses débuts à l'appartement, car son ami d'enfance, par jalousie, finit par l'emmener. Isolé sur sa planète natale, sans moyen de contacter la Terre ou Menke. Et en fait, c'est ce lieu, avec ses conditions extrêmes, qui a créé cette race surhumaine pour défendre toute la galaxie. Et maintenant, tous ces héros sont réunis pour une réunion importante, où leurs nouveaux grades vont leur être attribués, comme on l'avait déjà annoncé au Prota. Et c'est parce qu'il a une note si basse, que si ce n'était pas à cause d'une erreur un peu controversée qui a légèrement amélioré son score, il devrait retourner sur sa planète sans aucun moyen d'en sortir. Cependant, il peut désormais renouveler son permis, mais avec un entraînement intense. Et dans laquelle sa fidèle amie Ruby décide de l'accompagner. Pendant ce temps, Menke, désespéré pour le héros, cherche des informations partout jusqu'à ce qu'elle trouve le garçon aux cheveux verts qui lui raconte comme Janssen. Maintenant, il est sur une île avec son ami d'enfance. Il l'a envoyée au lit. En retour, elle l'a démoli avec une mauvaise note de héros, l'obligeant à repasser son permis. Et ainsi passant les jours où le protagoniste doit subir les épreuves, étant le moins prodige de tous. Pendant ce temps, Menke essaie de vivre ses journées normalement, mais Janssen s'est un peu trop immiscé dans sa vie. Malgré la souffrance du protagoniste, c'est elle qui abandonne en premier, sombrant dans le coma en se remémorant le protagoniste. Qui, comme nous le voyons, a plus de valeur qu'il ne le montre, car l'obsession de Ruby vient de leur enfance. Lorsque tu étais choisi, si tu avais un grand pouvoir, tu devenais un héros. Sinon, on te laissait comme instructeur sur ta planète pour les nouvelles générations. Et c'est ici qu'une petite Ruby devait ressentir la frustration et le harcèlement de ne pas avoir de pouvoir. Cependant, le protagoniste, en l'encourageant continuellement pendant des années, l'a amené à obtenir un pouvoir. Niveau S. Et ils ne font rien. Sa force mentale, c'est ce qui a fait de lui un héros. C'est pour ça que les épreuves lui coûtent toujours autant, parce qu'il n'a pas la condition physique. Ce qui est tout le contraire de son frère Joe, qui, comme nous l'avons découvert, a été l'un des plus grands héros de ces dernières années. Jusqu'à sa retraite. C'est lui qui lui a offert le pendentif à l'origine de cette aventure. Malgré tout, il garde toujours une pensée positive pour son frère. C'est pourquoi, en se rétablissant, il retente l'épreuve avec motivation, en débutant plutôt bien. Cependant, il décide de prendre un raccourci qui devient un enfer même pour les héros les plus forts. S'ils réussissent à franchir l'obstacle, leur route est grandement facilitée, mais leur esprit est anéanti. Ruby décide alors d'aller le secourir. Mais la surprise, c'est que Yazen réapparaît peu après de l'autre côté, portant la jeune fille dans ses bras, sous les applaudissements et le respect des autres héros. Cependant, Rudy sait vraiment ce qui s'est passé. En fait, le raccourci est un enfer pour l'esprit, et cela dépend de la puissance du héros. En somme, Yazen n'a littéralement aucun pouvoir, à l'exception de la différence de gravité que nous avons constatée. Cet homme a dû vivre sa vie en mode difficile, affrontant les meilleurs mondiaux, mais le voilà qui arrive sur Terre. Menke est introuvable et doit encore passer la dernière épreuve pour récupérer sa licence. Toutefois, il y a une explication. Après le coma, Menke reçoit la visite de Mo, qui la trouve complètement rétablie, comme si rien ne s'était passé. Clairement, quelque chose a changé avec le parasite. Et comme Mo est fan de super-héros, elle décide de l'emmener dans son laboratoire financé par Wan pour lui faire passer une série de tests.
Ils découvrent une capacité à plier de petits objets. Pendant plusieurs jours, elle s'entraîne pour améliorer son esprit, mais sans grand changement apparent. Un jour, lors d'une dépression causée par le protagoniste Algo, elle se réveille, comme la dernière fois, en ajoutant un changement dans son pouvoir qui lui permet maintenant de recommencer. Les objets, c'est-à-dire que ses émotions influencent sa capacité. Et c'est ce qu'elle commence à entraîner, pour qu'à la fin, littéralement, elle détruise de grands objets, rien qu'en y pensant. Pendant ce temps, Mo semble informer une personne mystérieuse de tout ce qui se passe. En fait, le plan de la jeune fille est de faire de Menke la nouvelle héroïne de ce monde. Pour cela, ils doivent se rendre dans un lieu reculé, un voyage de plusieurs jours. Et c'est la raison pour laquelle Yasen n'a trouvé personne. Cependant, avec Ruby, il doit maintenant se rendre à la dernière épreuve de la licence, les faisant passer par de nombreux endroits. Il change même de statut dans la vie, disons, juste pour que, après toutes ces souffrances, ils se retrouvent au milieu de la mer, où un mystérieux bateau apparaît avec rien de moins que la fameuse Armanche elle-même. Cette fois où elle est ravie de revoir le protagoniste, qu'elle peine à reconnaître, avec sa nouvelle couleur humble, mais cela la touche. Pourtant, c'est ici que se produit le véritable coup de théâtre. En réalité, ce n'était pas vraiment une coïncidence. En effet, l'allié de Mo qu'il a conseillé sur le parcours de cette fille n'est autre que Jo, le frère du protagoniste, qui apparemment est derrière tout cela et derrière une nouvelle rencontre qui aura sûrement beaucoup de choses à révéler. Cependant, la première partie de cet anime nous laisse en suspense. Heureusement, cette belle histoire continue. Pour la deuxième partie, un objectif de 4000 likes et la vidéo sera immédiatement mise en ligne sur la chaîne. Merci pour votre soutien à la vidéo, j'espère que vous aimerez la série. Comme l'a dit mon père, je vous laisse ici le nom et je vous quitte.